Mon sujet du jour, bon, ça va être une chronique assez courte parce que j'ai pas eu trop le temps de bosser. Mais voilà, il va falloir faire un petit effort d'imagination pour commencer. Donc imaginez-vous bloqué pendant des mois, sans pouvoir sortir ou en ne vous limitant qu'à des sorties très limitées. Imaginez vivre dans la crainte d'une maladie grave et potentiellement mortelle. Imaginez la routine qui s'installe, la perte de morale. Vos proches sont loin, parfois même très loin. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire à part attendre patiemment pendant ces longs mois. Mais pour tromper l'ennui, vous faites alors preuve d'une grande créativité et avec vos colocs, en multipliant des activités un peu en tout genre et en développant vos talents de gastronomie, eh bien vous arrivez à tromper l'ennui. Donc, vous pensez, j'imagine, que l'on va parler du confinement de 2020. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, c'était un piège. C'est un piège. En fait, il y a 400 ans, des gens ont vécu cette situation et leur réaction a été assez géniale. Elle aurait même gagné à être plus connue pour être une source d'inspiration pendant les confinements que l'on a nous-mêmes connus. Donc notre petite histoire du jour se situe pendant l'hiver 1606-1607, de novembre à mars, à Port-Royal, dans la région de l'Acadie, c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse actuelle à l'est du Canada. À l'époque, ce n'est pas tout à fait une colonie, mais une simple habitation fortifiée qui sert de comptoir de commerce auprès des Micmacs, les peuples de la région. Et ce comptoir a été fondé un an auparavant par un homme qui s'appelle Pierre Dugas de Mont. Alors, c'est un noble de province nommé par le roi pour administrer la région et développer le commerce de la fourrure. Il en a le plein monopole et possède donc une grande marge de manœuvre pour mener à bien son entreprise. Depuis 1603, la France tente de s'établir en Acadie. Samuel de Champlain, explorateur français au Canada, a déjà cherché à fonder un comptoir durable sans succès. En fait, les hivers là-bas sont parfois très rudes. L'établissement en plus a été très mal ravitaillé en bois de chauffage et en nourriture, et les morts du scorbut et de la dysenterie se comptent par dizaines. La première habitation créée, elle était située sur l'île de Sainte-Croix, dans l'actuel État américain du Maine, et c'est un fiasco total. La position a été certes stratégique, c'était une île sur un fleuve, mais du coup elle se retrouve complètement isolée par les glaces en hiver, et ce qui a abouti à 36 morts sur les 79 personnes qu'il y avait au total. Donc tout ça, ça oblige les Français à abandonner la place pour trouver un autre endroit plus propice à leur projet. À l'été 1605, un navire, le Jonas, débarque avec à son bord le baron de Poutrincourt, capitaine mandaté directement par Henri IV, et Marc Lescarbot, un avocat parisien, pour rejoindre le groupe déjà sur place, qui représente au total une cinquantaine de personnes. Ensemble, ils organisent des expéditions en Acadie, donc depuis leur nouveau site de Port-Royal, situé sur une baie, et malgré les déboires précédents, l'ambiance elle est plutôt bonne. Il y a des soirées qui sont organisées, on y fait de la musique, on écrit des poèmes, tout en finissant les travaux de leur nouvelle demeure. On s'amuse même à la décorer, cette maison. Il y a un potager qui est construit et il y a des échanges réguliers, en ce qui concerne surtout le gibier, qui est mis en place avec les tribus locales. Les relations sont d'ailleurs très bonnes et les Micmacs passent du temps auprès des Français. Mais avec l'hiver qui revient, les souvenirs liés aux maladies et aux morts arrivent, et avec un risque majeur, celui que Port-Royal subisse le même sort que Sainte-Croix, et précipite la fin de la présence française dans la région. Surtout que l'enjeu est de taille, le soutien du roi est très limité à cause des guerres en Europe, et les fonds viennent d'investisseurs privés, qui attendent du coup des retours, ou alors de la fortune personnelle de certains nobles qui ont fait le voyage. Pour lutter contre le terrible froid de la région, tout ce petit monde se confine donc auprès des foyers des cheminées de l'habitation. Le groupe se retrouve isolé dans cette contrée peuplée de tribus autochtones et sans aucun lien avec la métropole, à mesure que la neige recouvre les terres environnantes et que la glace apparaît sur les côtes. Mais ils apprennent de leur précédente erreur. Et au lieu de patiemment attendre la fin de l'hiver et de nouveaux décès potentiels, ils décident de s'occuper d'une manière plutôt originale qui va remonter le moral de tout le monde et leur sauver la vie. Tout commence le 14 novembre, lorsque Champlain, Poutrincourt et quelques-uns de leurs compagnons reviennent à Port-Royal après une difficile expédition. Pour les accueillir et fêter ça, ils reçoivent des honneurs presque disproportionnés, avec notamment des salves de mousquets qui sont tirées pour eux, et une sorte de pièce de théâtre nautique, et pour finir, un somptueux banquet. Alors cette pièce de théâtre, c'est la première à être écrite et produite en Amérique du Nord, et on la doit à Marc Lescarbot. Elle s'intitule Le Théâtre de Neptune, et c'est une sorte de mélange entre une pièce classique, basée sur le dieu Neptune,
un spectacle à bord de canaux et une comédie musicale avec notamment des rôles spécifiques attribués à des Micmacs qui participent aussi à la pièce. Ça a l'air trop cool. Ça a l'air plutôt chouette, ouais. C'est alors que Samuel de Champlain, ravi par cet événement, décide qu'il serait bien, pour maintenir le moral et pour assurer l'approvisionnement régulier en nourriture, de créer sur cette base quelque chose de plus durable, plus régulier, pour éviter le désastre de Sainte-Croix. Et avec ses compagnons, il décide de fonder l'Ordre de Bontemps, une sorte d'ordre de chevalerie parodique axé sur la gastronomie. À partir de là, chaque repas est honoré à la manière d'un festin dont est responsable le maître de l'ordre et le titre est transmis chaque jour à une nouvelle personne. Donc si le nom de l'ordre est assez explicite sur ce qu'il prône, c'est-à-dire juste passer du bon temps, il s'agit en réalité d'une référence à la culture populaire. Alors Bontemps, c'est un personnage du folklore paysan associé au carnaval. C'est une sorte de géant que l'on retrouve dans les défilés et qui présidait un gigantesque banquet en fin de procession. Et à l'époque des guerres de religion et de temps très troubles en France, il symbolisait un peu la paix, l'abondance et surtout le bien-être du peuple. Et on le retrouve aussi dans la littérature, notamment populaire à cette époque. Et du coup, il est d'autant plus nécessaire de calmer le jeu en s'appuyant sur des références populaires qui parlent à tout le monde, parce que même avec seulement une dizaine de Français au Canada, il y a des débats qui sont parfois très houleux. Et Champlain raconte qu'il a assisté à des bagarres, carrément au point, entre des hommes, à propos notamment de la religion. Donc la fête et la nourriture sont alors mises en avant, dans une ambiance bon enfant, mais très masculine tout de même. Alors, il faut rappeler qu'il n'y a aucune femme, avec des chansons à boire et beaucoup d'alcool, notamment grâce aux 45 tonneaux de vin ramenés par le dernier chargement en provenance de La Rochelle. Alors juste pour vous donner une idée, ils sont 50 les gars, donc ça fait presque un tonneau par Un personne. tonneau par personne, la vache. Ah ouais. Champlain s'exprime à ce sujet. Je le cite. « Nous passâmes cet hiver fort joyeusement et fîmes bonne chère. Chacun trouva utile pour sa santé et plus profitable que toutes sortes de médecines dont on peut user. Cet ordre était une chaîne que nous mettions avec quelques petites cérémonies au col de l'un de nos gens, lui donnant la charge pour ce jour d'aller chasser. Le lendemain, on le baillait à un autre, et ainsi consécutivement. Tous lesquels s'efforçaient à l'envie à qui ferait le mieux et apporterait la plus belle chasse. Nous ne nous en trouvâmes pas mal, ni les sauvages qui étaient avec nous. » Parce que oui, en fait, les Français invitent aussi les tribus locales à leur table. On se rappelle, avec notamment la chronique que j'avais faite sur les Tupinamba, qu'on est toujours dans cette période assez particulière où la France, contrairement à ses voisins européens, cherchait à favoriser le commerce et les alliances avec les autochtones plutôt qu'à s'approprier leurs terres. Bon, c'est principalement pour des questions de pognon et de moyens. Bien sûr, c'est pas parce qu'ils sont gentils. Ce qui aboutit du coup à des scènes de ce genre, ou alors celles citées auparavant lors de la pièce de théâtre. D'ailleurs, étant donné que quasiment tous les Français jouaient dans la pièce du théâtre de Neptune, en fait la plus grande partie des spectateurs, c'était des familles Micmac qui étaient venues voir leurs proches jouer. C'est assez drôle. C'est assez drôle. En fait, il y avait pas les Européens jouaient pas pour un public européen du tout, en fait. En fait, ils jouaient pour Champlain et Poutrincourt qui revenaient de leur expédition, mais du coup, la majorité des Français jouaient dans la pièce. Donc du coup, la plupart du public, c'était des indigènes. C'est génial comme anecdote. Le meilleur allié des Français, c'est un sagamore, donc c'est-à-dire un chef de tribu qui est élu, qui s'appelle Membertou, et qui participe à de nombreux repas en tant que membre d'honneur de l'Ordre de Bontemps. D'autres sagamores sont aussi parfois présents à table, et du pain est distribué aux membres des tribus qui les accompagnent, soit jusqu'à 20 à 30 personnes chaque soir en plus. Il commence quand même à faire pas mal de monde avec les Français déjà sur place. Marc Lescarbot écrit que les Français étaient toujours d'ailleurs très contents de voir les Micmacs et que lorsque ceux-ci étaient absents, par exemple pour partir des semaines à la chasse, les repas étaient plus tristes. Il dit aussi que Membertou appréciait beaucoup le vin parce que ça l'aidait à dormir. Plusieurs anecdotes sont présentes dans le récit des colons. Lescarbot fait aussi par exemple référence à une rôtisserie parisienne de l'époque. C'est un peu son restaurant préféré, j'ai l'impression, qui est situé dans la rue aux Ours. Donc il y a une rue qui existe toujours, mais j'ai pas trouvé de traces historiques de cette rôtisserie. En fait, il compare la qualité des repas, et je le cite, « Ce fut si bien observé que, quoique les gourmands de Deçà nous disent souvent que nous n'avions point là la rue aux Ours de Paris, nous y avons fait ordinairement aussi bonne chère que nous saurions faire à cette rue aux Ours et à moindre frais. » Et en plus, c'était moins cher. C'est ça, je trouve ça fascinant. L'initiative, c'est un tel succès que les colons s'y prennent parfois 2 jours à l'avance pour chasser ou pêcher, en vue de préparer les repas lorsqu'ils deviendront à leur tour le maître de l'ordre. Chacun essaye de ramener du gibier ou des prises rares, et une compétition s'engage pour réaliser des menus toujours plus fastueux et originaux. Ce qui fait que cet hiver, le groupe ne manque de rien. Les repas du midi et du soir sont de véritables festins.
Et le maître de l'ordre a l'habitude d'entrer le premier dans la salle à manger, serviette sur l'épaule, un bâton à la main, le collier de l'ordre autour du cou, et à sa suite, chacun apporte des plats, et après tout le monde se pose et se met à boire et à manger ensemble. Champlain écrit tout de même que le cérémonial était un peu plus sobre quand vient le moment du dessert, mais j'imagine que c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de vin qui a coulé à ce moment-là. C'est au début du repas du soir que le maître transmet le collier et les charges qui vont avec à son successeur, accompagné d'un petit verre et du coup d'une autre occasion de trinquer. Les Français cuisinent différents types de gibier, des canards, des perdrix, des alouettes, en fait des oiseaux en tout genre. On a aussi de l'élan, du caribou, du castor, de la loutre, du lapin et même des ours ou des félins sauvages. En fait, il y a peu d'animaux locaux qui échappent à leur assiette, mais il y a des préférences, notamment parmi les plats favoris, il y a la viande d'élan et la queue de castor. L'apothicaire du groupe, Louis Hébert, prend l'habitude de faire accompagner les repas de petits fruits sauvages ramassés autour de Port-Royal, servis aussi en confiture dans les desserts, ce qui contribue à éviter les cas de scorbut. Alors je précise qu'à l'époque, le lien entre le scorbut et le manque de vitamine C, qui est présent dans les fruits frais, n'est pas connu. Et du coup, en fait, la maladie, d'une manière générale, est appelée le mal du pays, et c'est plus considéré comme une sorte d'épidémie locale. En fait, il est très possible que Louis Hébert ait sauvé le groupe sans s'en rendre compte, puisqu'aucun écrit en fait ne fait le lien entre les fruits et l'absence de scorbut. Donc c'est un coup de chance total, et en plus, il est apothicaire, donc c'est très... Entre les plats, donc il semble qu'il y ait pas mal d'histoires qui sont racontées, des blagues, dans une ambiance qui se trouve être une sorte d'exutoire et qui dénote complètement avec la situation hostile de l'hiver et le danger de l'entreprise des colons. Comme l'écrit Lescarbot, dans ce pays, on a beau courir, la mort nous suit partout. Et ça résume assez bien ce qui arrive aux Français depuis plusieurs années au Canada. En plus de décès par dizaines, des maladies, il y a même un moment où leur navire, le Jonas, est attaqué par des Hollandais et a nécessité des réparations de fortune. Mais l'ordre du bon temps est une institution éphémère. Dès la fin de l'hiver, Champlain, Poutrincourt et Lescarbot quittent l'Acadie et Pierre Dugas de Mons est révoqué. Champlain fonde Québec en 1608 sans renouveler l'ordre de bon temps et malheureusement c'est à nouveau un désastre avec de nombreux morts, du scorbut et de la dysenterie. C'est con quoi, du coup. Oui, mais oui, c'est triste. C'est triste. Donc au final, bien que cette histoire soit anecdotique, je trouve que c'est assez dommage parce qu'en fait on connaît tous les récits autour de la Thanksgiving aux États-Unis et l'arrivée des colons avec le Mayflower dans les années 1620. Alors qu'on a là, en fait, les premiers colons européens d'Amérique du Nord à s'établir avec les Micmacs. L'un de leurs compagnons est même parti pendant 6 semaines vivre à leur côté pour les accompagner chasser. Régulièrement, même en hiver, il y a des Français qui allaient aussi dans les villages autochtones. Et à l'heure du départ, Micmacs comme Français sont vraiment très malheureux de devoir se quitter. Et l'habitation de Port-Royal est même léguée au sagamore Membertou, mais celui-ci refuse étant donné le mode de vie semi-nomade de son peuple. Et ça, en fait, c'est un point important à souligner parce que c'est très symbolique. Ce comptoir, il représentait beaucoup de choses pour les Français, qui se sont énormément investis et qui est chargé de souvenirs positifs. Bon, il y a quand même du vin et des vivres qui sont laissés sur place pour les Micmacs. Alors tout n'est pas non plus idyllique. Par exemple, il y a un moment bien cringe où le baron de Poutrincourt demande à un sagamore s'il peut ramener avec lui sa fille de 11 ans. Ah oui. Requête qui lui sera bien heureusement refusée. Heureusement, ouais. Putain. On a aussi des Français, ouais, c'est chelou. On a aussi des Français qui pillent des tombes Micmac pour récupérer des pots de castor avec laquelle ils enveloppaient leurs morts. D'ailleurs, cet épisode donnera lieu à de sévères réprimandes à Port-Royal et l'exécution d'un Français par les Micmacs, évitant ainsi une crise diplomatique qui aurait pu être bien plus grave et précipiter peut-être l'avenir de la colonie. Ouais. Donc de ce que j'ai trouvé, et comme le souligne l'historien Bernard Hémon en 2006, qui a écrit un article sur le sujet, l'ordre de bon temps est peu connu du grand public et quasiment pas étudié de manière approfondie. Pourtant, c'est une initiative qui est très originale et le résultat d'un défi qui va au-delà d'une simple célébration de la fête, du vin et de bons plats. Parce qu'en fait, pour la première fois dans les tentatives d'établissement en Amérique, on a des hommes qui s'adaptent, qui refusent d'être seulement tributaires de leurs provisions ou alors de négocier avec d'autres tribus. Alors, en fait, en plus de la chasse et de la pêche, ils confectionnent des potagers, des jardins, un moulin à eau qui leur permet une vie paisible, une abondance de nourriture et un climat de paix. Même le baron de Poutrincourt, qui est pédophile du coup, retardera son voyage de retour pour pouvoir récolter le blé dont il laissera une barrique entière au sagamore Membertou. Lescarbot aussi, on rappelle qu'il est avocat, mais il a quand même participé à toutes les activités manuelles, les activités agricoles et même à la construction de Port-Royal. Donc on peut facilement dire que ces moments de répit et de joyeuseté étaient quand même plutôt mérités.
Donc voilà pour ma courte chronique d'aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est beaucoup, beaucoup plus court que d'habitude. C'est un épisode méconnu de l'histoire du Canada que je trouve quand même assez drôle et intéressant et qui dénote un peu dans l'histoire de la colonisation. Et vous savez que j'aime trouver des histoires un peu insolites à ce sujet. Donc il y a des traces qui perdurent de nos jours. On a par exemple une réplique toujours debout de l'habitation de Port-Royal qui a été construite en 1939 et des associations ou des sociétés canadiennes qui ont tenté de faire revivre l'ordre de bon temps au XXe siècle sous la forme de clubs privés ou de reconstitutions historiques. C'est quand même chouette de se penser qu'il y avait potentiellement une sorte d'ordre gastronomique au Canada. C'est incroyable ça. C'est clair, mais ouais. Pour les étrangers, ils diraient mais bien sûr c'est français, donc c'est forcément derrière la gastronomie, tout ça. C'est clair, et d'ailleurs c'est... Bah ouais, mais en fait c'est assez peu... Enfin c'est très dommage parce que du coup c'est un truc qui est assez peu étudié, alors que c'est un fait qui est quand même unique, mais là c'est un peu tombé dans l'oubli. C'est un peu triste. Il y aurait peut-être une fête chez les Canadiens qui s'appellerait Donner le remercier ou un truc dans le genre. C'est clair. Eh bien, merci à toi, Nico, pour ce Eh ben, de partage rien. encore une fois d'un aspect méconnu de l'Amérique. Ouais, merci beaucoup. C'était vachement intéressant, ouais. Franchement, c'est Raph qui a fait la conclusion parce que j'étais en train de lui donner à manger. C'est l'occasion de donner à manger pendant cette chronique. Bah voilà, c'est ça, tu vois, c'est vraiment ça va de pair, c'est ça qui est beau. Donc franchement, merci, c'était vraiment cool de connaître l'ordre du bon temps que personne ne connaît en fait, donc c'est vraiment chouette. Non, c'est ça, mais de ce que j'ai compris, il avait l'air d'avoir un franc esprit de camaraderie et ça, c'est cool. Ouais. Tout à fait. Bah, ça va de pair avec la bouffe, hein, souvent. C'est ça. Ça me rappelle notre père, je sais plus comment il s'appelait, qui lui aussi bouffait tout le temps avec les indigènes. Oui, oui, le Les père là-bas, chroniques. oui. Ouais, Père c'est vrai. là-bas, En fait, voilà, c'est ça. c'est mes jokers, tu vois, quand j'ai pas d'idée de chronique, je cherche Tu parles de bouffe. Le XVIIe siècle, voilà. En vrai, c'est génial, franchement. Et, d'ailleurs, est-ce que c'est le même Port-Royal que dans... Non, c'est que dans Pirates des Caraïbes, non, Pirates des Caraïbes, En c'est dans les Jamaïque. Caraïbes. Mais Ouais, je en crois fait, il y a... que- je y a crois plein de que trucs, Port-Royal, ça, c'est un Port-Royal. nom un peu générique pour des Ouais. ports de l'époque parce que t'as un Port-Royal en Complètement, ouais. France. Ouais. Mais là, surtout ce Port-Royal, il a vraiment pas duré. Il a duré quoi, 2 ans. Donc c'est très très éphémère. Je pense que ouais, t'as plein, Ok. plein de localités entre le 16e, le 17e, peut-être le début 18e où t'as des ports royaux un peu partout. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.